Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme pour continuer le chapitre de physique sur les fluides. Dans ce chapitre, nous avons déjà révisé les notions de poids, de densité, de masse volumique, puis évalué la flottabilité d'un objet en étudiant la poussée d'Archimède. Nous poursuivons aujourd'hui ce chapitre en étudiant les notions de pression et de force pressante. Et on commence avec cette expérience des seringues remplies d'eau. À votre avis, regardant la photo et le descriptif de l'expérience, à votre avis, quel est l'élève qui va pousser le plus fort? Je vous laisse écrire votre supposition, c'est-à-dire votre conjecture. Si on réalise l'expérience, ce que nous aurions fait si nous avions été en classe, le résultat aurait été surprenant. C'est l'élève qui a la seringue la plus petite qui pousse le plus fort. Je vous laisse écrire si votre conjecture est vérifiée ou pas. Passons à la conclusion et à ce que nous apprend cette expérience. Chaque élève exerce sur sa seringue une force pressante. Si les deux élèves ont la même force dans leurs bras, ces forces pressantes ont la même intensité. La seringue qui exerce la plus forte pression sur l'eau est la plus petite. On peut légitimement se demander pourquoi. Eh bien, l'explication, c'est que la petite seringue a un plus petit diamètre, et donc c'est la surface sur laquelle on applique la force pressante qui détermine la pression exercée sur l'eau. La conclusion est la suivante. La pression est d'autant plus forte que la surface sur laquelle on exerce la force pressante est faible. C'est pour cette raison qu'on peut facilement planter une punaise dans un mur et pas, par exemple, un objet plus gros. On appuie de la même façon, donc on exerce la même force pressante, mais la pression exercée sur le mur n'est pas la même. Pour la punaise, la surface de contact avec le mur est très faible et donc la pression est très forte, ce qui permet de rentrer dans le mur. Si l'objet est plus gros, la surface est plus importante, donc la pression est plus faible et l'objet ne rentre pas dans le mur. La règle que nous venons de voir peut être résumée avec une formule. Si on exerce une force pressante F exprimée en newton sur une surface S exprimée en mètres carrés, on exerce une pression P que l'on peut calculer avec la formule P égale F sur S. La pression est alors exprimée dans une nouvelle unité, le pascal, de symbole PA. Cette unité a été donnée en hommage au physicien et mathématicien français Blaise Pascal. Voyons maintenant comment on utilise la formule que vous venez de découvrir dans des exercices. Pour cette première application, on considère une brique posée sur le sol. Cette brique a une masse de 5,6 kg et ses dimensions sont données. On demande d'abord de calculer le poids de la brique en newton. Pour cela, on utilise la formule P égale m fois g. On remplace m par la masse de la brique, exprimée en kg, c'est-à-dire par 5,6. On remplace g par 9,81. On effectue la multiplication et on obtient un poids égal à 54,936 newtons. Au petit b, on demande de calculer l'aire de la face de la brique qui est en contact avec le sol. Je pense que vous serez d'accord avec moi sur le fait que, si on pose une brique sur le sol, la face en contact avec le sol a la forme d'un rectangle. Ici, ce rectangle a une longueur de 50 cm et une largeur de 20 cm. Cependant, il faut exprimer son aire en mètres carrés. Il est donc préférable de convertir ces dimensions en mètres. 50 cm égale 0,5 m et 20 cm égale 0,2 m. J'ai simplement divisé par 100 puisqu'il y a 100 cm dans 1 mètre. Pour calculer l'aire d'un rectangle, on multiplie la longueur par la largeur, soit 0,5 par 0,2 et on obtient 0,1 m². Vous remarquerez que les physiciens ne parlent pas d'aire mais de surface. C'est pour ça que ce résultat est désigné par la lettre S. Et oui, les physiciens et les mathématiciens ne sont pas toujours d'accord entre eux. Passons maintenant au calcul de la pression. Rappelons la formule. Cette formule n'est pas compliquée à utiliser, la seule difficulté, c'est que la lettre P est utilisée deux fois dans cet exercice et désigne deux choses différentes. Au petit a, P désigne le poids de la brique, au petit c, P désigne la pression exercée par la brique sur le sol. Dans la formule P égale F sur S, la lettre F désigne la force pressante exercée par la brique sur le sol. Eh bien, cette force pressante, c'est son poids, celui qu'on a calculé au petit a. Dans la formule P égale F sur S, on va donc remplacer F par 54,936 et S par la surface calculée au petit b, soit 0,1. En effectuant la division, on obtient une pression de 549,36 pascal. Une personne de 70 kg est assise sur un tabouret à pied rond ayant une masse de 3 kg.
On demande au petit a de calculer le poids de l'ensemble personne plus tabouret. Il est évident que la masse de l'ensemble est de 73 kg. Pour calculer le poids, il suffit de multiplier la masse par G, qui fait 9,81. On obtient un poids de 716,13 Newton. Au petit b, on demande de calculer la surface de contact entre le tabouret et le sol. Le pied du tabouret étant rond, sa surface de contact a la forme d'un disque de 17 cm de rayon. En divisant par 100, on obtient un rayon égal à 0,17 m. La surface, un mathématicien dirait l'air, est égale à pi fois le rayon au carré, soit ici pi fois 0,17 au carré, ce qui fait 0,09 m² environ. Au petit c, on demande de calculer la pression exercée par le tabouret sur le sol. Pour cela, on utilise, comme à l'exercice précédent, la formule P égale F sur S. Comme à l'exercice précédent, la force pressante F, c'est le poids calculé au petit a. On remplace donc F par 716,13 et on remplace la surface S par 0,09. On obtient une pression égale à 7957 pascal. Terminons ce cours avec les autres unités de pression. On utilise en général deux multiples du pascal. En météorologie, on utilise l'hectopascal. Puisque le préfixe hecto veut dire 100, un hectopascal équivaut à 100 pascal. Dans d'autres domaines, on utilise aussi le kilopascal. Comme le préfixe kilo veut dire 1000, nous avons 1 kilopascal égale 1000 pascal. Passons aux autres unités, utilisées dans divers domaines. Le bar est l'unité la plus utilisée. Nous avons 1 bar égale 10 exposant 5 pascal, soit 100 000 pascal. Il est utilisé dans l'industrie pour exprimer par exemple la pression des pneus. Nous avons aussi le PSI, Pound per Square Inch, utilisé en aéronautique, qui équivaut à 6894 pascal. Nous avons aussi le millimètre de mercure, de symbole mmHg, qui est utilisé pour mesurer la pression artérielle. Enfin, nous avons l'atmosphère. Le lien entre cette partie du cours et la pression atmosphérique sera étudié dans la suite du chapitre. Nous allons maintenant effectuer quelques conversions entre les diverses unités de mesure de la pression. Partons de la constatation suivante. Ce matin, la pression atmosphérique mesurée à Montauban est de 1003 hectopascal. On nous demande de convertir cette pression en pascal. Nous savons qu'un hectopascal équivaut à 100 pascal. Par conséquent, il suffit de multiplier les 1003 hectopascal par 100 et on obtient 100 300 pascal. On va conserver ce résultat parce qu'il va nous servir un peu plus tard. On demande ensuite de convertir cette pression en bar. Un simple produit en croix suffit. Nous savons que 1 bar correspond à 100 000 pascal. À combien de bars équivalent les 100 300 pascal de la pression atmosphérique d'aujourd'hui? À l'aide d'un produit en croix, on obtient 1 fois 100 300 divisé par 100 000, soit 1,03 bar. Pour terminer, on nous demande de convertir cette pression en atmosphère. Là aussi, on peut utiliser un produit en croix. On sait qu'une atmosphère correspond à 101,325 kPa, soit à 101 325 pascal, puisque 1 kPa vaut 1000 pascal. À combien d'atmosphères équivalent les 100 300 pascal? À l'aide d'un produit en croix, on obtient 1 fois 100 300 divisé par 101 325, soit 0,99 atmosphères. Voilà, ce cours est terminé. Je vous laisse mettre en application ce que nous venons d'étudier sur la fiche d'exercice que je vous ai donnée. Au revoir et à bientôt.